On est 3 êtres avec chacun sa spécialité. Bruno au sommier, Rosalie au matelas, et moi je vais plutôt le couteau suisse sur toute la partie, toutes les fonctions support de l'entreprise. On est sur un rythme à peu près d'une pièce par jour et par personne. Là, on va refaire un vieux matelas. La cliente, elle en a donné 2 pour en faire un. Donc, je suis en train de récupérer vraiment la plus belle laine. Au milieu, il y a du crin qui n'est pas terrible. On voit bien la laine blanche. Et ça, le crin, qui est un crin de piètre qualité. Non, mais 3 kilos, hein. Ouais, Donc, voilà, on affinera le tir, et puis à la grâce de Dieu. Au milieu de votre matelas, il y a du crin qui n'est pas terrible. Nous, on vous conseillerait d'enlever un peu de ce crin et de mettre 2-3 kilos sur voilà, de laine neuve. Enfin, on voit qu'il y a une différence de matière, même si on n'est pas du métier. Et ça, c'est du crin de cheval ou de bovin? Ouais. Il y en a du beau, mais celui-là, c'est pas le cas. Et puis bon, il est pas jeune. Peut-être 2-3 kilos, peut-être. Ça peut en faire beaucoup. Et là, c'était vraiment spécifique au crin qui était... Le crin, c'est très poussiéreux parce que le crin, plus que la laine, il a tendance à se casser. Bon. Je vais aller chercher du café, moi, les gars. Ah oui. Sachez. Du café. Grand-mère sait faire un bon café. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? 45 ans. 45 ans. Et vous mettez une nouvelle toile à chaque fois Oui, en général, oui. Dans le temps, ça arrivait qu'il la garde quand elle était propre. Alors on le faisait proprement, on remettait la même toile. Des fois, ça arrivait qu'il défasse eux-mêmes ou qu'il nous donne la toile à laver. Mais bon, ça c'est... On peut dire que c'est fini. Autre temps, autre mœurs. Pour faire le matelas de laine, il faut une toile de qualité parce que quand on fait les bourrelets tout autour et puis les petits pompons, elle est bien sollicitée, donc c'est important. Le sommier se rapproche plus de la tapisserie que le matelas. D'ailleurs, on dit sommier tapissier quand c'est sommier à ressort parce que c'est fait à la manière d'un fauteuil. C'est pour ça que je mets les deux toiles l'une sur l'autre pour percer celle du dessus et celle d'en dessous surtout. Et puis après, je déferai la première toile et il n'y aura plus qu'à mettre la laine. Il a dû vécu un peu l'outillage, là, je vois les règles. Il a vécu. D'accord. Et celui-là, il a failli cramer en plus. Parce que dans le temps, il y avait un poêle à bois ici. Donc il y a quelqu'un qui l'a approché d'un peu trop près. D'accord. Parce que donc c'est trop haut, c'est ça? Et il n'a pas supporté la contrariété. Ouais, c'est trop haut. Ah bah oui, parce que donc au niveau du pied, ah oui d'accord, je vois ce que vous voulez dire, ouais, ça c'est beaucoup trop... Quand l'entreprise était en difficulté et qu'on commençait à la remettre sur pied, il y a eu rapidement 2 enjeux. Le premier enjeu, c'était d'avoir de moins en moins de réfection et de plus en plus de neuf.
Et le deuxième enjeu, c'était de faire en sorte de rajeunir un peu notre base de clientèle. Donc ça, c'est le capitonnage. C'est le traçage, oui. C'est l'endroit où vont se trouver les petits pompons. Vous sortiez le sommier du pour vous. Je t'en prie. Donc là, la laine, elle a récupéré tout son volume. Ça faisait quelques temps qu'elle avait bien besoin. Et puis on a vu que le matelas, il était quand même assez poussiéreux, même si on a retiré tout le crin. Le crin, il est assez friable, donc il fait des couchages qui ont tendance à mieux se tenir, mais du coup à générer beaucoup de poussière. On a mis du 100% laine, donc on a récupéré avec le matelas de la cliente une très très belle laine avec laquelle elle sera en contact. Et au cœur de son futur nouveau matelas, elle aura la laine avec laquelle elle était en contact avant. Donc comme ça permettra de garder un petit peu la même sensation une fois que le matelas sera rodé. Elle ne sera pas dépaysée, mais elle aura un matelas frais sur lequel dormir. Mais au fur et à mesure, je fais en sorte que la matière elle soit répartie de manière la plus homogène possible. Et une fois que je serai satisfaite du rendu un petit peu partout, je commencerai à mettre la prochaine couche de laine. Voilà. Donc après, chaque monteur de matelas, donc chaque matelassier, on peut dire, chaque matelassier a un petit peu ses tocs, ses techniques, parce que c'est pas un métier qui s'apprend autre part qu'à l'atelier et autrement qu'en faisant. Il y a des choses qu'on se rend compte en étant confronté à la matière, et moi je vais faire d'une certaine manière, Bruno il va faire différemment par exemple. C'est pas du tout mon métier. Le métier de matelassier-litier, c'est un métier, on appelle ça une profession orpheline. Elle n'a pas de formation. J'ai passé quelques années dans une entreprise qui me plaisait beaucoup et qui me permettait d'avoir un vendredi sur 2 de libre. Et moi, j'ai toujours été manuellement curieuse, donc ça a été la chaussure, comme ça aurait pu être autre chose. Mais donc ce vendredi sur 2 de libre, j'ai décidé d'aller voir où est-ce que je pouvais apprendre à faire un matelas de laine. Chacun ses lubies. Hein. Non, faites en fonction de votre programme, il n'y a pas de problème. Il est fait, il vous attend et il vous trouvera du coup jeudi matin. Et donc c'est ici que j'ai rencontré Théo, avec qui on a repris. Donc Théo et moi on est très complémentaires parce qu'on fait l'un l'autre ce que l'autre ne fait pas. Et on avait tous les deux envie de continuer à faire vivre cette entreprise qui était à reprendre. Notre prédécesseur, il partait à la retraite. Et on ne voulait pas reprendre seul. Et on s'est retrouvés à sérieusement envisager la reprise à 2. Et finalement, ça s'est bien goupillé. Et Bruno a accepté de continuer l'aventure avec nous. Donc c'est superbe parce qu'il s'assure aussi de la continuité et de la transmission du métier. Et lui, il s'occupe de toute la partie des sommiers. Bruno, il est principalement litier de formation. Lui, il a commencé en tant que litier.
Bah là, ça va dans un lit. Donc c'est une mesure vraiment... ils peuvent difficilement aller ailleurs parce que les industriels vont pas refaire même un sommier neuf de cette taille-là. 188, ouais, ça va, c'est standard la longueur. Mais 153, c'est vraiment bâtard. Et ils le feront pas. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de faire travailler un matelassier, un litier ou éventuellement un tapissier. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on peut voir un peu l'historique des sommiers Historique, c'est le mot. en regardant toutes les spécifications techniques qui sont écrites sur la caisse, puisqu'il y avait un fabricant de caisses qui fournissait beaucoup de litiers à Paris. Et donc, pour savoir la destination de chaque caisse, il mettait les spécifications techniques et il mettait la destination. Donc, c'est ce qu'on peut trouver parfois dans des sommiers qui reviennent, de plus en plus rares. Donc, avec une calligraphie sublime. 1901 aussi. 1901, exactement. Ah ouais. Soufflet. Donc là, on reprend les mêmes spécifications qui peuvent être parfois notées sur la caisse. Ouais. Ouais, c'est ce que je te dis quand je refais un sommier, il n'y a que la caisse en bois, donc la structure et l'étau qui est là. Tout le reste, poubelle. Ouais, donc là, grosso modo, je te passe 2-3 cordes en... Tu vois, le principe, c'est la largeur, après la longueur et la diagonale, mais bon. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de litier pur et dur. Il y a les tapissiers qui font encore ça. Mais ils n'aiment pas trop faire ça, et voilà. Que fut un temps, c'était un métier à part entière. Un petit métier, certes, mais un métier à part entière. Oui, le matelas à ressort, c'est dans... Oui, les gens connaissent. Sommier à ressort, maintenant, les jeunes générations, je suis pas sûr qu'ils connaissent. Et puis après, quand on a 20 ans, on dort bien partout. Et si on commence à avoir des problèmes, alors il faut espérer pas trop vieillir. Avant Rosalie, avant, oui, pendant une dizaine d'années, j'étais tout seul, on peut dire, oui. Avant, il y avait d'autres ouvriers. On a été 3 ouvriers quand je suis arrivé ici. Et puis, au fur et à mesure que l'activité a périclité, bon, il a été obligé de s'en défaire d'un, après de l'autre, et puis après, il n'y avait plus que moi. Voilà, donc... Bon, parce qu'il y avait beaucoup moins de travail, donc je suffisais pour faire le boulot. Comme j'étais un peu, entre guillemets, polyvalent, je faisais les matelas, les sommiers, donc c'était... Parce que, encore une fois, quand je suis rentré ici, moi je faisais que les sommiers. Parce que mon métier, moi personnellement, c'est les sommiers. Et puis, comme il n'y avait plus assez de sommiers, je me suis mis au matelas, et puis voilà. C'est pas évident de satisfaire le client. Après, le but, c'est toujours de le satisfaire, parce que bon, un client content, c'est un client qui revient et puis qui en envoie d'autres, hein, mais bon. Là-dessus, je veux mettre l'étoupe qui va permettre qu'on ne sente pas les ressorts, pour isoler les ressorts de la toile définitive, la toile à matelas. Jusqu'à temps qu'il rende l'âme.
mais on récupère aussi la garniture quand elle est bonne. Après tout le reste, bah, c'est surtout les ressorts qui sont morts, tout va à la poubelle. Là en l'occurrence, les poubelles, je les ai fait vendredi, je l'ai défait vendredi celui-là. Malheureusement, en France, de ce que j'ai compris, la laine, elle est jetée. Bah, ça dépend en fait, ça dépend de l'échelle des élevages. Si c'est des élevages qui sont mutualisés pour pouvoir revendre leur laine à plus haute échelle, l'envoyer à se faire nettoyer aussi en fonction des races, c'est pas toujours évident parce que en coopérative, il faut s'assurer que son voisin il va traiter ses brebis aussi bien que nous-mêmes. Donc la laine, elle n'est pas forcément de la même qualité d'une exploitation à une autre. Et c'est ça qui fait que les gens ont du mal à se lancer dans des coopératives comme ça. Et surtout que souvent, les éleveurs, ils sont un petit peu de l'impression que j'ai, seuls. Donc c'est vrai que c'est pas évident de valoriser cette matière. En France, l'élevage de la brebis, c'est principalement pour la viande. Donc c'est pas du tout axé autour de la récupération de la laine. Après, on voit des initiatives, c'est en train de changer parce que les gens sont en train de se rendre compte aussi que c'est une richesse. En France, on a de très beaux cheptels de brebis. Donc c'est une richesse qu'on ne valorise pas et c'est bien dommage de ne pas le faire. Donc en France, ce qu'on n'a plus à échelle industrielle, c'est le lavage de la laine. Donc nous, notre laine, elle est lavée en Belgique. Et donc lui, il l'envoie en Belgique et nous la renvoie propre. Donc on la reçoit dans des balles compressées de 300 kg et on les réempaquette dans des balles de 40 kg. Mais on ne connaît pas nos éleveurs. À notre échelle, en tout cas pour l'instant, par rapport à la manière qu'on a de s'organiser, on ne connaît pas encore nos éleveurs. On a décidé de faire confiance aux gens de l'art. Notre vendeur en laine, il est excellent, il sait quelle laine on a besoin, quelle laine tous ses clients ont besoin en fonction de l'utilisation des clients, parce que ces clients, ce n'est pas forcément des matelassiers. La fermeture du matelas à ce niveau-là est finie, d'où l'intérêt d'avoir fait les traçages sur les deux toiles. On va savoir où est le point d'entrée et le point de sortie des futurs nœuds de serrage. Donc ça va être Bruno qui va le faire. Donc là, ça a l'air assez impressionnant, très joufflu et très volumineux, mais en fin de compte, ça va prendre une épaisseur qui est normale. Pour pouvoir insérer le capiton, les petites bouffettes, le capitonnage du matelas. Donc en dessous, on insère la bouffette et au-dessus, on fait un nœud coulant. On insère la bouffette, comme ça d'ailleurs. On prend le lock. Alors en supposant que ça a déjà été fait en dessous, et après on serre. Je te dis ce qu'elle m'a dit, après, voilà. Ouais, début du... Merci Rosalie. 50-50. De prendre un matelas ou une literie le matin
et de la ramener fraîchement refaite le soir. C'est un savoir-faire qui est ultra efficace. C'est rapide. Et on n'a pas envie, avec Théo, on en a beaucoup parlé, on n'a pas envie de rajouter en étape inutile qui ne rajouterait pas au confort, qui rajouterait uniquement sur la facture. Le but, c'est que ça soit le plus accessible possible. Après, nous, on ne peut pas tirer sur le prix des matières premières comme la toile et la laine. Donc on essaie de faire aussi au mieux à notre échelle, mais on ne voulait pas rajouter des détails inutiles. On va rentrer dans la phase finale de la fabrication du matelas. On s'apprête à faire les coins, donc qui vont donner le volume du matelas en venant rentrer la matière. On passe d'un volume en forme d'oreiller à un volume pavéoïdal. Nous, le coin, ils sont toujours à 15 cm. Oui, après c'était une heure de boulot, hein, c'était pas non plus. Ouais, mais une heure de boulot, c'est une heure à pas passer à la... Non, je connais pas. Intensément. J'ai vu des fois des trucs, j'ai vu des fois Valérie elle peut voir des trucs. Est-ce que si moi je suis asthmatique par exemple, ou j'ai d'éventuelles allergies, la laine c'est à proscrire ou au contraire c'est... Nous, on a surtout le retour de clients qui sont venus pour refaire faire leur literie, qui réagissent pas du tout par rapport à la laine, mais principalement aux plumes, donc aux matières synthétiques, mais en termes de matière naturelle, principalement aux plumes, pas à la laine. Donc nous, ce qu'on a pu lire de certaines études concernant la laine, c'est qu'elle serait analergène, donc pas favorisatrice de quelque allergie que ce soit, mais je pense que c'est trop beau pour être vrai. Je pense que, encore une fois, c'est vraiment chaque dormeur son confort, et nous on est friands de ce genre de retour justement. Je pense que beaucoup auront eu un mauvais souvenir de matelas de laine dans le cas où c'était des matelas qui ont passé beaucoup de temps dans un grenier par exemple, sans être aérés ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai qu'un matelas de laine peut être poussiéreux, hein, mais c'est toujours que des poussières naturelles. C'est pas des poussières de mousse, de colle chimique ou quoi. Dans ses propriétés, la laine, elle est thermorégulatrice. Donc ça on le sait parce que les industriels les industriels du vêtement en parlent suffisamment. Mais la laine, elle régule aussi l'humidité. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, elle absorbe l'humidité. Et ces deux clientes-là, elles ne peuvent pas dormir dans autre chose que de la laine, justement parce que dans un matelas synthétique, elles ont tendance à avoir l'impression de baigner un peu dans leur sueur et que ça leur rend les os douloureux au réveil. Le réveil est douloureux justement parce qu'il n'y a pas eu de respiration en termes d'humidité. Moi la question que je me pose c'est qui est le menteur dans l'histoire? Parce qu'en fait on nous vend des matelas avec 50 couches, différentes matières, qui sont capables d'absorber les formes, etc. Et à côté de ça en fait on a une matière naturelle qui semble tout simplement suffire avec un capitonnage. Donc est-ce qu'on nous a toujours menti? C'est quoi la réalité? Ou alors c'est finalement juste deux produits différents, il y en a un qui va peut-être épouser mieux les formes pour certains types de morphologie, parce que derrière on se dit que voilà, il y a des tests, il y a des ingénieurs et des gens qui pensent à ça. Ouais. On se dit est-ce que finalement voilà, c'est pas finalement un caprice de riche en quelque sorte, même si en fait il y a encore 50 ans tout le monde faisait son matelas en laine ou en paille, donc quelque part c'est faux, Mais je pense pas qu'il y ait un menteur en fait. Je pense que l'industrie du matelas est merveilleusement prolifique et que
la manière qu'on a de consommer fait que ça serait dommage d'abattre la poule aux œufs d'or, d'une certaine manière. Donc les industriels, après ça c'est mon regard absolument pas objectif, hein. Les industriels vendent monts et merveilles comme si chaque technologie allait être bien meilleure que la précédente, mais ça c'est l'histoire de la consommation depuis qu'elle existe, depuis la production de masse. Est-ce que ça veut dire que eux, c'est des menteurs et nous, non? C'est juste deux produits différents, comme tu dis. Des philosophies différentes. On veut garder l'option du matelas de laine parce qu'on considère qu'il est bon en soi, qu'il est bon et pour la nature et pour le dormeur. À notre échelle, on essaie de valoriser des dynamiques locales et saines aussi, artisanales la plupart du temps, et respectueuses. Mais c'est vrai que ça, j'ai pas vraiment de réponse à apporter parce que c'est des produits que je connais pas. Les matelassières, il y avait beaucoup de concierges dans les immeubles qui faisaient ce métier-là pour arrondir leur fin de mois, qui prenaient les matelas de leurs résidents pour les regarder dans la cour de l'immeuble et se faire un peu d'argent. C'était aussi, ça a été un métier nomade aussi, donc il y avait des matelassières et des cardeurs de matelas le long de la Seine qui utilisaient des cardeuses à main, qu'on appelle des cardeuses à balancier, pour pouvoir carder le long de la Seine. Donc le principe est le même, il y a l'homme carde et la femme monte le matelas. Et sinon, en dehors des grandes villes et des cours d'immeubles, c'était un métier qui était beaucoup exercé par les femmes dans les familles qui se mettaient au milieu de la cour de la ferme pour pouvoir carder une fois par an un certain nombre de matelas. Mais ça, c'est vrai en France comme c'est vrai partout dans le monde. Partout dans le monde, en fonction du pays où tu te trouves, tu as les matières nécessaires, en tout cas suffisantes, pour pouvoir fabriquer l'objet sur lequel tu vas reposer la nuit, peu importe la matière. Et donc, à l'époque, les gens mettaient un petit peu ce qu'ils avaient sous la main. Donc nous, on retrouve des choses assez étonnantes, justement parce qu'on les ouvre et qu'on les refait. Des fois, c'est pas possible de les refaire parce qu'à l'intérieur, c'est du gratté de couverture ou du gratté de tapis. Les gens ont récupéré la laine qui compose leur tapis pour pouvoir se faire une surface isolante qui garde un peu le chaud, mais qui n'est pas du tout moelleuse, mais qui fait office de matelas et qui était faite à la maison par celui qui trouvait le temps, quoi. Et pareil, on a trouvé des matelas remplis de foin, par exemple, remplis de feuilles de végétaux en tout genre, de poils de chèvre, tout ce qui pouvait isoler. En fait, à l'origine, le matelas, c'est simplement la surface sur laquelle tu reposes qui va venir t'isoler thermiquement de la surface d'en dessous, quoi. Et des feuilles de maïs. Sauf que les feuilles de maïs, c'était pas pour faire le matelas, c'était pour faire le sommier, non? Tu le mettais entre le sommier et le... J'ai vu le matelas avec les feuilles de maïs. Ça, je l'ai vu. Ça m'a allé interféré. Les matelas en feuilles de maïs. Ça, c'est sûr. Parce que c'est vrai que c'est un parti pris assez fort, hein, le matelas de laine, maintenant. Et ça vaut tellement le coup. Le matelas de laine, c'est un couchage qui est un petit peu contraignant parce qu'il faut le retourner et vivre avec, sentir la matière réagir, mais il nous le rend bien. T'es dans le champ. J'aurais dû me cacher là.
Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à Rosalie, Théo et Bruno. Encore une fois, j'ai appris plein de choses. C'était un plaisir de venir découvrir et mettre en lumière votre travail. Et puis bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis bon, on se dit à très vite. Ciao, ciao.